Salut! Dans cette série de vidéos, on parle des chaînes de télé dans les différents pays. Quelles sont les différences et particularités avec les nôtres en France? La dernière fois, on a parlé du Japon pour comprendre d'où vient l'excentricité de leur programme, et cette fois, on s'attaque à un tout autre délire, la télévision russe. Entre censure, contrôle et propagande, plongeons dans la télévision de Poutine, Made in Russia. Comme à chaque fois, on va commencer par un tour d'horizon du paysage audiovisuel du pays. En Russie, il y a 20 chaînes de télévision nationales gratuites. Un peu moins qu'en France d'ailleurs, puisqu'on en a 27. En France, on a deux types de chaînes nationales gratuites. Les chaînes publiques, appartenant directement et à 100% à l'État français, donc les chaînes du groupe France Télévisions. Et d'un autre côté, on a les chaînes privées, qui, comme leur nom l'indique, n'appartiennent pas à l'État, mais à des entreprises privées. Mais en Russie, cette barrière est un peu plus flou. D'abord, on a les chaînes détenues à 100% par l'État russe, leur France Télévisions à eux. Le groupe s'appelle VGTRK. En vrai, l'acronyme de cette phrase c'est ça, mais je ne parle pas russe, je suis désolé. Et d'ailleurs, je m'excuse déjà pour la suite de la vidéo, mais tous les mots en russe, je suis désolé, je ne sais pas comment les prononcer, donc ça va être un carnage. Bref, donc VGTRK, en gros, ça veut dire Compagnie d'État russe de télévision et radiodiffusion. Et VGTRK possède plusieurs chaînes nationales sous les appellations Rossiya. On a Rossiya 1, une chaîne généraliste, Rossiya 24, une chaîne d'infos en continu, et Rossiya K, une chaîne culturelle. Le groupe possède aussi des stations de radio et surtout des chaînes internationales, mais ça, on y reviendra plus tard. Il y a également un autre groupe audiovisuel détenu à 100% par l'État russe, c'est Zvezda, une chaîne d'information consacrée à l'histoire, à la culture, à la science, mais avec un focus sur l'armée. Pourquoi? Eh bien parce que cette chaîne est gérée par le ministère de la Défense russe. Mais la complexité du paysage audiovisuel russe, c'est que les chaînes détenues par l'État ne s'arrêtent pas là. L'État russe va également avoir des participations dans d'autres chaînes de télévision, comme par exemple Prevy Canal. C'est la chaîne numéro 1 en termes d'audience en Russie et c'est l'héritière directe de la télévision centrale soviétique. La participation de l'État dans cette chaîne est de 51%, ce qui veut dire que l'État est actionnaire majoritaire, donc c'est eux qui en ont le contrôle, même si elle ne fait pas partie du groupe VGTRK. Prevy Canal est une chaîne généraliste avec des séries, des films, des journaux télévisés et des programmes de jeux télé. Bref, c'est leur TF1 à eux quoi. Sauf que contrairement à TF1, là, l'État en est le principal actionnaire. Ensuite, on retrouve des chaînes qui sont indirectement la propriété de l'État fédéral russe. Par exemple, NTV, Match TV, TNT, ce sont des chaînes appartenant au groupe Gazprom Media, lui-même appartenant à Gazprom, société contrôlée à 50,2% par le gouvernement russe. Et c'est comme ça pour à peu près toutes les chaînes de télévision russes. Elles sont soit détenues à 100% par l'État fédéral russe, soit à plus de 50%, donc en gardant le contrôle. On retrouve même la chaîne pour enfants Carousel, détenue par VGTRK, le groupe de chaînes publiques, et Prevy Canal, la première chaîne russe, elle-même détenue par l'État à 51%. Et si ces chaînes ne sont pas directement ou indirectement la propriété de l'État russe, elles sont contrôlées par des amis très proches du Kremlin. Par exemple, REN TV, détenue à 80% par le groupe NMG, National Media Group, détenue à son tour par Rossiya Bank, propriété de Yuri Kovalchuk, ancien associé et grand ami de Vladimir Poutine. Bon, vous l'aurez compris, le paysage audiovisuel russe est contrôlé par le gouvernement russe, ce qui est bien pratique pour le Kremlin. Mais si certains opposants avaient envie de créer une chaîne de télévision indépendante ou un média internet, eh bien le gouvernement, techniquement, n'aurait pas la main dessus. Et c'est là qu'il est temps de vous parler de l'agence Roskomnadzor. Pour faire simple, c'est le gendarme des médias, plus exactement le service fédéral de supervision dans le domaine des communications, des technologies de l'information et des médias de masse. C'est donc une agence d'État chargée de contrôler et de faire appliquer les lois sur ce qu'on a le droit de dire ou pas dans les médias. À première vue, rien de fou, on a la même chose en France, ça s'appelle l'Arcom, l'ancien CSA. Mais il y a quand même quelques différences. Par exemple, en France, l'Arcom est composé de 9 membres d'un collège. C'est eux qui vont prendre des mesures contre tel ou tel programme qui ne respecte pas la loi. Ces 9 membres sont nommés par différents organes du pouvoir, histoire d'avoir une pluralité politique. 3 membres de l'Arcom sont nommés par le président du Sénat. Puis, cette nomination doit être validée par la commission de la culture du Sénat, composée de 49 sénateurs et sénatrices de tous bords politiques,
comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, je vous laisse un peu cette infographie parce que ça m'a pris un temps fou à placer chaque membre à son siège avec sa couleur politique. Voilà, encore un petit peu, c'est bon. 3 autres membres du collège de l'Arcom sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale. Puis cette nomination doit elle aussi être validée par une commission, celle des affaires culturelles et de l'éducation, composée de 72 députés appartenant également à tout bord politique, de la France insoumise au Rassemblement national. Pas d'infographie cette fois, j'avoue, j'ai la flemme, voilà, la liste suffira. Bref, il reste 3 membres à nommer au collège de l'Arcom. Un membre est nommé par le vice-président du Conseil d'État, un membre est nommé par le premier président de la Cour de cassation, et enfin, le dernier membre, qui est aussi le président de l'Arcom, est nommé, lui, par le président de la République. Avec ce système, on a une plus grande chance de voir une majorité de courants politiques représentés au collège de l'Arcom. En tout cas, ça c'est sur le papier. Bref, c'est démocratique et républicain. A l'inverse, l'agence Roskomnadzor, la version russe de l'Arcom, est dirigée par un seul et unique chef. En ce moment, c'est Andrei Lipov, lui. Avant ça, il a supervisé l'office présidentiel russe chargé des technologies de l'information et de la communication. Il a été nommé au poste de chef de l'agence Roskomnadzor par le premier ministre russe Mikhail Mishustin sous concertation avec Vladimir Poutine. L'agence Roskomnadzor sert les intérêts et la communication du Kremlin et joue un rôle direct dans la guerre de l'information. Sur le papier, sa mission principale est de s'assurer que les médias russes, télé, radio, presse écrite et internet, n'enfreignent pas les lois russes. La grande question, c'est quelles sont les lois russes? Il y a par exemple la loi sur l'information qui permet de bloquer des médias ou sites web qui parlent de certains sujets. On a les classiques comme l'extrémisme, la pornographie infantile ou l'incitation au suicide, etc., etc. Mais les motifs de blocage intègrent aussi la diffusion d'informations jugées fausses par le gouvernement ou d'informations qui critiquent le gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle de la censure. Et c'est d'ailleurs pour cette loi que la Russie est classée 162e sur 180 en termes de liberté de la presse selon Reporters sans frontières. À titre de comparaison, selon ce même classement, la France, même si la liberté de la presse n'est pas parfaite, est classée 21e. Tout média qui enfreint donc les idées du gouvernement russe ou qui le critique peut être censuré sans préavis et sans justification supplémentaire par l'agence Roskomnadzor. Mais l'agence Roskomnadzor ne s'arrête pas à la censure de l'information ou à la fermeture du média. Les journalistes ou patrons de médias qui l'enfreignent risquent jusqu'à 15 ans de prison. Autant vous dire que ça ne donne pas du tout envie de critiquer le gouvernement russe. Cette censure est surtout appliquée pour les médias internet, et finalement quasi jamais en télé. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas besoin. On l'a vu, les chaînes de télévision russes appartiennent directement ou indirectement au gouvernement russe. Du coup, elles s'auto-censurent elles-mêmes de l'intérieur. C'est très pratique pour l'agence Roskomnadzor, ça fait beaucoup moins de boulot. Il suffit de mettre à la tête de chaque chaîne de télé quelqu'un de confiance qui partage les idées du pouvoir en place, et ça roule tout seul. Voilà pourquoi à la télévision russe, l'information est à l'unisson. Il n'y a pas de pour ou de contre, il n'y a pas d'avis qui divergent, les débats se font avec des gens qui sont tous du même avis. Le Kremlin choisit quelle information doit être dite et comment. Alors qu'en France, par exemple, on a vu plusieurs fois des membres du gouvernement ou des élus se faire épingler dans les médias pour telle ou telle affaire. En Russie, ce genre d'information ne sortirait tout simplement pas dans les médias. Alors en Russie, on l'a vu, la télévision, la radio ou la presse écrite est facilement contrôlable. Mais pour les médias internet, c'est plus compliqué. Surtout quand ils ne sont pas russes, comme la plupart des réseaux sociaux ou des sites d'information. Faire censurer certaines informations sur Instagram, Wikipédia ou Google, c'est tout de suite plus compliqué quand on n'a pas la main mise dessus. Mais l'agence Roskomnadzor a plusieurs lois qui vont l'aider à ça. Déjà, la loi de souveraineté russe de l'Internet. Le principe est simple, tout ce qui est diffusé en Russie par Internet peut être tout simplement coupé à tout moment. Et dans ce cas-là, les Russes ne peuvent tout simplement plus y avoir accès. Simple et efficace. D'ailleurs, l'agence Roskomnadzor a utilisé cette loi à de multiples reprises pour faire pression sur les sites internet étrangers. Par exemple, en 2022, l'agence avait menacé de blocage Wikipédia en Russie si le site ne supprimait pas sa page concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'ailleurs, les pages internet qui contiennent les mots tels que guerre ou invasion font systématiquement l'objet de pression pour du blocage
par l'agence Roskomnadzor. Ça, c'est pour les sites qui sont d'utilité publique, on va dire, ou pour les réseaux sociaux qui sont très populaires en Russie. L'agence préfère faire pression plutôt que de couper l'accès total. C'est moins voyant et ça passe mieux auprès des citoyens. Par contre, pour les médias étrangers, là, l'agence n'y va pas par quatre chemins, ils ne sont tout simplement plus accessibles. On peut citer par exemple le site de la BBC, celui de l'AFP, du New York Times, bref, tous les sites d'information étrangers qui ne vont pas dans le sens du pouvoir sont bloqués. Mais sur Internet, il y a toujours un moyen de contourner la censure. Alors, une deuxième loi vient appuyer la première loi, la loi Yarovaya. Cette loi oblige les opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès Internet à stocker les données des utilisateurs pendant une période prolongée et à les transmettre aux autorités si c'est demandé. Ce qui veut dire que tout ce que regarde chaque habitant russe sur Internet est tracé et disponible pour l'agence Roskomnadzor et le gouvernement russe. S'il y a un doute sur le contournement de la censure par telle ou telle personne, il suffit de vérifier. De quoi dissuader énormément d'internautes d'aller sur des sites qui vont plutôt à l'encontre du pouvoir actuel. Et même s'il existe des moyens de contourner la censure sans rendre visibles les sites internet fréquentés, ça permet quand même d'en dissuader une énorme majorité. Avec tout ça, en Russie, créer un média qui s'oppose au gouvernement ou tout simplement qui ne veut pas transmettre les informations qu'on lui donne, ça relève de l'impossible. Pourtant, il existe une chaîne de télévision indépendante qui n'est pas contrôlée de près ou de loin par le Kremlin. Il s'agit de Dojd, qui veut dire la pluie en russe. Fondée en 2010, Dojd est détenue par Natalia Sindeyeva, une figure pro-liberté et opposante au régime actuel en Russie. La chaîne Dojd a une ligne éditoriale très critique envers le Kremlin et Poutine, et vous vous en doutez, vu ce qu'on a pu voir plus tôt sur le contrôle des médias, cette chaîne, elle dérange beaucoup l'agence Roskomnadzor. Dojd, depuis sa création en 2010, a été à multiples reprises censurée. En 2014, elle a été interdite d'émettre par satellite ou câble. Pour continuer à exister, Dojd était diffusée uniquement sur Internet. Ensuite, ses fonds ont été gelés et elle s'est donc mise à rendre la diffusion payante par abonnement pour renflouer les caisses et elle a fait appel à des investissements internationaux. Bref, Dojd n'a pas voulu rentrer dans le moule et a continué tant bien que mal de lutter contre la censure. Mais un événement va venir tout bouleverser pour Dojd, la guerre en Ukraine. 10 jours seulement après le début de l'invasion russe, la diffusion par internet de Dojd est bloquée. Elle n'a plus le droit d'émettre. Au départ, un blocage annoncé comme temporaire, sauf qu'au même moment, la loi sur l'information dont on a parlé tout à l'heure est modifiée et accorde tous les pouvoirs que l'on a vus à l'agence Roskomnadzor. Surtout celui d'emprisonner les journalistes ou dirigeants d'un média qui diffusent des informations non validées par le Kremlin. Et ça, l'équipe de Dojd a bien compris à qui c'était destiné en priorité. Alors, elle a quitté le territoire russe et s'est installée à Riga, en Lettonie. Elle s'est mise à diffuser en Russie sur YouTube, toujours pas censuré à ce moment-là, mais surtout elle diffusait en parallèle en télé en Lettonie, un pays avec une forte communauté russe en exil qui pourrait faire passer les informations jusqu'en Russie. Mais en décembre 2022, la pression est trop forte pour la Lettonie, qui a quand même un peu peur des conséquences de son voisin de droite, puisque je vous rappelle qu'il y a une frontière commune avec la Russie, et l'autorité lettonne de régulation des médias décide donc de retirer la licence de diffusion à Dojd. La chaîne s'exile une nouvelle fois et cette fois-ci, ce sont les Pays-Bas qui vont l'accueillir et l'autorisent depuis à émettre. Aujourd'hui, Dojd possède une autorisation de diffusion européenne de 5 ans, mais elle n'est plus disponible en Russie, même sur YouTube, et continue petit à petit à perdre en visibilité. Bref, vous l'aurez compris, les médias russes ont un rôle presque central dans la communication autour de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les médias russes ont tous adopté la ligne éditoriale du gouvernement et des informations officielles. Mais le Kremlin sait que pour gagner la guerre de communication, cibler seulement les Russes ne suffit pas. C'est pour ça qu'il existe des chaînes de télévision d'information russes internationales. 2 en particulier, Russia Today et Sputnik. Toutes les deux sont la propriété du gouvernement russe et diffusent à travers le monde en anglais, espagnol, arabe, allemand et français. Évidemment, ces 2 chaînes ne diffusent que des informations officielles, validées par le Kremlin. Et tout comme la Russie a censuré les chaînes d'information internationales européennes ou américaines sur son territoire,
bien les chaînes Russia Today et Sputnik sont, elles, de leur côté, interdites de diffusion en Europe. Selon l'Union européenne, cette censure fait suite à leur rôle essentiel et instrumental dans l'agression russe contre l'Ukraine et à la déstabilisation des pays voisins. Les médias sont des armes dans les guerres, d'un côté comme de l'autre. La puissance des informations qui y sont dites peuvent faire changer le cours d'un conflit. C'est bien pour ça qu'on appelle souvent les médias le quatrième pouvoir. La guerre politique, économique et idéologique ne se livre pas que sur les champs de bataille, mais directement dans les salons des téléspectateurs. Et ça, le Kremlin, fort de l'expérience de la guerre froide, l'a bien compris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, du tour du paysage audiovisuel russe. C'est complètement différent de celle de la télé sur le Japon, mais c'est ça justement qui est intéressant. Chaque pays n'a pas la même utilisation de la télé, et il nous reste encore énormément de pays à découvrir. D'ailleurs, dites-moi la télé de quel pays vous aimeriez découvrir dans la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!